Eh bien, au Burkina Faso, on vient de voter une loi, un décret, qui va normaliser les cheveux des enfants, c'est-à-dire standardiser. On ne viendra plus à l'école avec des cheveux bizarres, en tout cas des cheveux qui ne sont pas acceptés selon les nouvelles normes. Et nous irons en Éthiopie, où l'ambassadeur israélien a été expulsé de la salle par des dirigeants africains. C'était chaud, il faut voir ça. Quand vous rencontrez un enfant mal poli, un enfant manifestement mal éduqué, qu'est-ce que vous dites? Vous appelez l'enfant, il te dit « Pourquoi tu m'appelles? Tu me connais? Est-ce qu'on se connaît ?» Mais c'est un petit enfant de 10 ans. Qu'est-ce qui vous passe à l'esprit? La première chose qui vous passe à l'esprit, c'est cet enfant est mal éduqué, n'est-ce pas? Mal éduqué. Vous ne vous attaquez pas à l'enfant. En disant mal éduqué, vous vous attaquez quelque part à la personne censée lui apporter cette éducation. En disant, soit la personne censée lui apporter l'éducation a raté sa mission, en tout cas n'a pas atteint son objectif, ou bien l'enfant était tellement mal dans sa peau qu'il n'a pas pu assimiler les leçons importantes de la vie. Alors, peut-on dire que l'enfant est vraiment le reflet de ses parents? Ou l'enfant, quelquefois, malgré l'éducation qu'il reçoit à la maison, peut quelquefois déborder et devenir autre chose, choisir selon lui-même. Si c'est une possibilité, alors quelles sont les probabilités qu'un enfant qui soit parti à travers des rudes formations, des bons entraînements, une belle éducation, devienne un enfant bien éduqué, bien instruit et réussisse dans la vie? La seconde est la bonne, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous envoyez vos enfants à l'école. Voilà pourquoi vous vous assurez que vos enfants ne fassent pas des choses qui ne vous sont pas tout à fait correctes. Voilà pourquoi vous réprimandez vos enfants à chaque possibilité quand c'est nécessaire. Eh bien, au Burkina Faso, on vient de voter une loi, un décret, qui va normaliser les cheveux des enfants, c'est-à-dire standardiser. On ne viendra plus à l'école avec des cheveux bizarres, en tout cas des cheveux qui ne sont pas acceptés selon les nouvelles normes. Chaque enfant à l'école se présentera avec une coiffure unique. En faisant ceci, qu'est-ce qu'on fait? On établit un standard général pour tout le monde. En faisant ceci, on apprend à l'enfant à s'aimer naturellement. On nous a fait sortir parce qu'on ne s'est pas bien coiffé, nos cheveux n'étaient pas adaptés au règlement. Et il faut qu'on parte diminuer ça encore. Vous savez, une personne peut être malade sans vraiment le réaliser, parce que sa maladie est normalisée. Okay? Beaucoup de langues en Afrique, des langues africaines, ne sont plus ces langues africaines. Ces langues ont changé parce qu'ils ont une forte influence du français. Ce sont des langues qui, en réalité, sont devenues 70% français, 30% la langue locale. Beaucoup de langues. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent pas sortir de leur maison sans faux cheveux sur la tête, sans maquillage. C'est une maladie mentale. Autant vous pensez que ça vous rend belle, autant quelque chose se passe en dessous sans vraiment le reconnaître, sous les radars. Vous ne réalisez pas que vous ne vous acceptez plus tel que vous êtes. Ça vous devient compliqué, difficile de sortir, aller au coin du marché, acheter un petit quelque chose et rentrer à la maison sans vous maquiller. Vous avez une maladie. Et c'est cette maladie aujourd'hui qui a transformé radicalement une partie de notre société. Évidemment, après avoir implémenté cette loi, beaucoup d'enfants sont mécontents. Suivez. Elle va accentuer le phénomène des perruques en Afrique. Moi, je ne peux pas faire une coiffure avec un traçage qui me permet de me présenter dans une cérémonie ou autre. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura une cérémonie et que je serai en période où je dois aller à l'école, je serai obligée de porter des perruques. Et tout ça, ça joue fortement sur notre culture. La petite ici qui parle, si vous regardez bien, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle aura du mal à aller dans une fête telle qu'elle est. C'est-à-dire, elle se considère comme moche, n'est-ce pas? Sinon, elle ne dirait pas ça. J'aurais du mal à aller à une fête telle que je suis. Ce n'est pas comme si tu étais blessé, tu es simplement ta tête à toi. Donc j'ai besoin de quelque chose d'extérieur, j'ai besoin des faux cheveux pour me sentir belle. Et c'est certainement pas de sa faute. Ce sont des histoires qu'elle a apprises de sa grande sœur probablement, ou de sa mère, qui lui a montré, écoute, pour être belle, il faut mettre ça. Pour être belle, tu ne peux pas être toi-même. Pour être belle, il faut être maquillée comme une chinoise. C'est ça. Et c'est comme ça que petit à petit, la société a changé. Écoutez cet autre jeune homme qui dit. Ara là, vraiment ça me plaît pas du tout. Parce que, bon, garder les cheveux là, ça n'impacte en rien et les capacités intellectuelles. Il a raison de dire que le cheveu n'influe pas à la connaissance d'une personne ou sa capacité de retenir la matière. C'est vrai. Mais ça crée un standard normal pour tout le monde. Comme ça, tout le monde est accepté, personne n'est méconsidéré. Contrairement aux élèves, les parents sont tout à fait d'accord. Suivez. Parce que c'est une très bonne idée, parce que déjà la réussite commence par la discipline.
Sur le plan économique aussi, je pense que c'est vraiment louable parce qu'il y a des parents qui ont des moyens peu modestes qui ne peuvent pas à tout moment dépenser de grosses sommes pour faire tresser les enfants. Cette mesure-là vient uniformiser les enfants, comme la tenue scolaire. Uniformiser veut dire quoi? Uniformiser veut dire qu'il y a désormais pas d'élèves riches, pas d'élèves pauvres. Nous sommes tous des élèves. Les parents sont d'accord parce que ceci clairement va détruire quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est? Même à l'école, on sait qu'on n'est pas les mêmes. Parce qu'à l'école, il y a des enfants, surtout des écoles libres, hein. Les enfants s'emmènent d'abord, vous venez d'abord arriver dans une grosse voiture de papa. Ensuite, ton habillement, ce sont des choses complètement chères. 10 fois le prix de ce que moi j'ai mis. Tes cheveux sont embellis de manière extraordinaire, extravagante. Finalement, je me sens inférieur. On crée un complexe d'infériorité déjà à l'école. Et un complexe de supériorité, évidemment, par ces enfants-là qui se pensent supérieurs parce que l'autre ne peut pas acquérir ce que lui a. L'école doit être un endroit où les gens sont standards, où dont la seule préoccupation, c'est les études. L'école, ce n'est pas un endroit pour aller montrer ce que papa possède. Ce n'est pas à toi, c'est à papa. Parce que les effets de cela influent sur l'enfant qui te regarde. Autant il y a une destruction personnelle à l'intérieur. Tu ne t'aimes pas en tant que personne, parce que la version là, ce n'est pas toi. C'est une version empruntée depuis la Philippine. Deuxièmement, tu appliques une pression mentale sur l'autre enfant. Vous savez, il y a aussi autre chose qui est très important. Les gens ne réalisent peut-être pas. Beaucoup d'Africains se plaignent, disons, les Africains ne s'aiment pas. Comment peux-tu prétendre aimer ton prochain si tu es en incapacité d'aimer tes propres cheveux? Non. Comment peux-tu aimer quelqu'un? Oh, je t'aime, mais tu aies tes propres cheveux. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi les gens où les cheveux ne poussent pas là, et ça ne pousse pas si à cause du mauvais cœur. Quand on a le mauvais cœur, le cheveu ne pousse plus. Ah oui, il faut aller vérifier. On salue aussi la Côte d'Ivoire qui récemment a une nouvelle loi. Les participants de Miss Côte d'Ivoire, désormais, sont obligés de se mettre en cheveux naturels pour seulement être considérés. Et je pense que c'est un message très fort. Récupérer son identité, réauthentifier ce qu'on est en réalité. Ce qui est important à retenir ici, c'est que la communauté afro-américaine dépense 1,1 milliard de dollars par an à l'achat des cheveux seulement. Achat des faux cheveux des Chinois, de Philippines, de Shanghai, 1 milliard 100 millions de dollars par an. Et les Africains dépensent combien? Les Africaines, 90 milliards par an. 90 milliards, c'est plus que le PIB de beaucoup de pays africains. 90 milliards, c'est plus que le PIB de l'Angola, c'est plus que le PIB de la Tanzanie, c'est plus que le Ghana, plus que la Côte d'Ivoire, plus que la RDC, plus que le Cameroun, l'Ouganda, la Zambie, la Mozambique, le Botswana, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Malawi, le Rwanda. Donc avec 90 milliards de dollars, on peut fabriquer au moins 3 pays. Vous dépensez ça dans faux cheveux. Ensuite, vous demandez que quelqu'un paye pour ça. Quel gros n'importe quoi. Moi, je me souviens il y a très longtemps. Il y a une fille là à qui j'essayais de... vous voyez un peu. Elle parlait, mais elle parlait pas, tout ça. Elle parlait, mais elle parlait pas. Elle n'était pas intéressée parce que... Ok. Un jour, j'ai vu une photo d'elle sans faux cheveux. Sans maquillage, petit. J'étais déçu de moi-même. J'ai dit, c'est toi. C'est toi, vraiment, c'est toi là. Mais toi, tu devrais me supplier. Toi, tu devrais me supplier. J'étais déçu. J'étais vraiment déçu. J'ai dit non. Et les hommes n'ont pas l'opportunité ni la chance de se masquer comme ça. C'est ça, on vous ment ici, on vous trompe peut-être. Partons maintenant. Et nous partons à l'Union africaine. Ok. En Éthiopie, l'ambassadeur d'Israël en Éthiopie a été expulsé du siège de l'Union africaine. L'ambassadeur israélien en Éthiopie a été expulsé de la salle. Pourquoi? Parce qu'il était prétendument observateur international des éléments ou des sujets africains. Observateur international des problèmes africains issus d'Israël. En tout cas, les dirigeants dans la salle n'étaient pas contents. Les dirigeants se sont levés et ont demandé qu'ils sortent. L'ambassadeur d'Israël en Éthiopie a été expulsé d'une réunion à l'Union africaine après que plusieurs pays africains se sont opposés à sa participation à une session sur le génocide rwandais. Donc, il y avait une session sur le génocide rwandais. Et c'est en ce moment-là, c'est après plusieurs sessions, on l'avait remarqué, c'est après plusieurs sessions que finalement on dira, monsieur, non, vous êtes qui? Je suis israélien. Non, ça c'est l'Afrique, il faut partir. Il faut partir parce que nous, on n'est pas chez vous là-bas pour être observateur. Pourquoi êtes-vous chez nous pour observer? Nous sommes assez grands, nous avons eu notre indépendance il y a très longtemps. On peut se gérer nous-mêmes, on n'a pas besoin d'observateurs. Pourquoi quand on fait les élections en Afrique, il y a des observateurs internationaux? Observateurs venant de la Hollande, observateurs venant de la Suède. Mais quand il y a élection en Suède, il n'y a pas d'observateurs.
ou en Hollande, ou ailleurs. Il n'y a pas d'observateur africain. Comment ça se fait? Sommes-nous inférieurs? Alors, l'ambassadeur a été expulsé après plusieurs pays africains se sont opposés à sa présence. Vous vous posez certainement la question de savoir comment ça se fait qu'il y ait quelqu'un qui se soit représenté en tant qu'observateur à la réunion des Africains. On va essayer de voir ce que ça veut dire. Israël a-t-elle le droit d'être là? Comment ça a commencé? En effet, en 2002, après la création de l'Union africaine, le statut d'observateur était accordé à des pays non membres hors d'Afrique, soit 87 pays pouvaient bénéficier de cette histoire. Le statut d'observateur permet notamment d'assister aux réunions de l'Union africaine et de participer à certaines discussions, mais ne confère pas le droit de vote. Donc tu peux participer en tant qu'observateur, tu peux discuter et influencer certaines histoires, mais tu ne peux pas voter pendant les votes. La première entité à se voir accorder le statut d'observateur fut l'Organisation de libération de la Palestine en 1973, qui bénéficie d'un fort soutien de la plupart des pays africains. En effet, la Palestine en a bénéficié parce qu'évidemment, beaucoup de pays africains ont un rapport avec la Palestine. Pourquoi? Parce que les pays africains ont été colonisés et nombreux pays africains ont cette amitié avec la Palestine qui traverse un moment complètement atroce. Alors, après que la Palestine soit accordée ce statut, Israël a fait tout ce qu'il pouvait pour aussi devenir observateur dans l'objectif de contrer les actions de la Palestine. Donc, un peu comme l'Ukraine a fait en venant en Afrique cherchant la sympathie des Africains à l'égard de la Russie. Après que la Russie eut fait beaucoup de travail à s'intégrer, à s'impliquer dans les affaires africaines depuis très longtemps. Donc, ce n'était pas seulement question de guerre. La guerre ou pas, les Africains étaient associés à la Russie. Pas nécessairement à l'Ukraine qui n'a manifestement pas d'ambassade en Afrique. En tout cas, pas beaucoup. Après plusieurs années, Israël a fait beaucoup d'efforts pour intégrer l'African Union dans l'objectif de se tenir comme observateur. Et en 2021, Israël a pu obtenir le statut d'observateur dans l'African Union. Oui, par quel moyen vous vous posez la question? Comment Israël a pu avoir ce statut? Le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a pris la décision unilatérale d'accorder le statut d'observateur à Israël. Donc, ce monsieur-là, c'est lui qui a décidé de lui-même, ok, désormais voilà, Israël va faire partie des observateurs. Et beaucoup de pays africains se sont levés contre ça. En effet, ça, c'est pas la première fois. En 2023, un ambassadeur ou un observateur israélien avait été chassé de la salle. Radicalement, regardez là. La femme a été escortée on l'a demandé de sortir. Ce n'est pas vos affaires. Nous, on ne vient pas chez vous pour aller observer. Ne venez pas ici. Et Israël était furieux par rapport à ça. Israël s'est pris à l'Algérie et à l'Afrique du Sud. Disons qu'ils influençaient d'autres Africains à ne pas accepter la présence israélienne. Naledi Pandor, à l'époque, d'ailleurs, qui s'était farouchement levé et plus tard faisait partie des pionniers qui ont commencé le procès contre Israël à l'égard de la Palestine. Donc, ils ont déjà essayé dans le passé, ça n'a pas réussi. Ils essaient encore une fois. Et ce qui est intéressant à observer ici, c'est quoi? Regardez la première femme qu'on avait expulsée, en 2023. La femme qui était expulsée en 2020. Regardez maintenant le nouvel ambassadeur qu'on a expulsé. Regardez encore la femme là, en 2023, et regardez le nouveau. C'est vrai qu'on change des gens. Mais cette fois-ci, on a envoyé une personne beaucoup plus dark, beaucoup plus sombre, qui vous ressemble un tout petit peu. Pourquoi? Parce que certains experts pensent que c'est plus facile de diluer parmi les noirs une personne à l'apparence noire que d'en diluer un blanc. Donc, quand tu es blanc dans la salle, on peut facilement demander c'est qui cette personne, qu'est-ce qu'elle fout ici. Mais quand tu as l'expression noire, c'est beaucoup plus compliqué. On ne sait pas estimer. En plus, c'est en Éthiopie. On peut pas savoir ce que tu fais là, vraiment. On peut pas poser de questions. Mais dans ce cas, les gens avaient vite compris ce que c'est. C'est qui l'observateur? Il s'appelle Avraham Neguiz. Avraham Neguiz est l'ambassadeur d'Israël en Éthiopie. Il est né à Gondar, dans le nord de l'Éthiopie, où il travaillait comme berger. Il était émigré en Israël en 1985. Donc c'est un Éthiopien qui travaillait comme berger, qui est ensuite parti en Israël. Et finalement, on a décidé de l'envoyer comme ambassadeur et potentiellement observateur. Donc c'est beaucoup plus facile d'accepter un Africain qui paraît que d'accepter un Blanc. Vous voyez un peu. Alors la question qui se pose, c'était fait malicieusement ou bien c'est un coup du hasard? Donc c'est ça les amis ce qui se passe. Au Burkina Faso, les choses ont changé. Monsieur Ibrahim Traoré ne rigole pas. Les enfants vont désormais s'aligner à ce qui est présenté ou rester à la maison. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.